Bien, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, je suis Avi Bitton, avocat en droit pénal. Je suis également membre élu du Conseil national des barreaux et ancien membre élu du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. J'ai une expérience de 15 ans en matière de crimes et délits sexuels. Je défends aussi bien des accusés que des plaignantes ou des plaignants. Sachant qu'évidemment, je me réserve toujours le droit d'invoquer ma clause de conscience pour refuser de prendre en charge une affaire, voire pour me dessaisir en cours d'affaire. Pour vos débats, je souhaiterais aborder 3 points qui me semblent importants si on envisage une réforme. Et vous verrez que dans ces 3 points, il y a surtout des invitations à ne pas réformer. Les 3 points sont les suivants. Premier point, les délais de prescription en matière de crimes et délits sexuels. Le deuxième point sera l'éventuel droit d'appel des parties civiles, des plaignantes. Et le troisième point sera la correctionnalisation des viols. Premier point, faut-il réformer les délais de prescription pour se plaindre d'une agression sexuelle ou d'un viol? Un bref rappel. Jusqu'à il y a quelques mois, le délai pour se plaindre d'un délit, une agression sexuelle ou tout autre délit d'ailleurs, c'était des délits, ce sont des délais uniformes. Le délai pour se plaindre d'un délit, agression sexuelle par exemple, était de 3 ans. Et le délai pour se plaindre d'un viol était de 10 ans. Il y avait une exception concernant les mineurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a quelques mois, ces délais ont été doublés. Doublés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le délai pour se plaindre d'une agression sexuelle est passé à 6 ans, le délai pour se plaindre d'un viol est passé à 20 ans. Je le répète, ce sont des délais uniformes, c'est-à-dire que tout crime aujourd'hui, un meurtre, une tentative de meurtre, etc., c'est 20 ans. La question qui se pose, que pose en réalité notre président de la République, il l'a fait récemment publiquement, c'est de savoir si, en matière de crimes sexuels, on augmente encore ce délai en le passant à 30 ans. Pardon, je vous interromps. Sur mineur. Sur mineur. Le président de la République a précisé sur mineur. C'est exact, sur mineur. D'abord, on comprend qu'évidemment, un crime sexuel sur un mineur est extrêmement grave. Mais à partir du moment où on va désuniformiser les délais de prescription, où on va dire, pour un crime sexuel sur mineur, c'est 20 ans, c'est 30 ans, pardon. On ouvre nécessairement un débat dans l'opinion publique pour les 10, 20, 30 années à venir. Je m'explique. Moi, il y a quelques semaines, j'ai eu au téléphone et j'ai reçu à mon cabinet une mère en larmes dont le fils mineur, après l'école, faisait des petites courses en scooter pour un restaurant. Il s'est fait renverser. Donc la qualification, c'est un délit de coups et blessures volontaires. Il va rester tétraplégique jusqu'à la fin de ses jours, il ne peut plus bouger qu'un bras. Cette mère ne serait-elle pas légitime à interpeller le gouvernement et les élus en disant « Écoutez, je comprends, effectivement, un viol sur mineur, c'est très grave, il y a 30 ans pour agir, mais pourquoi, pour mon fils, qui va rester tétraplégique jusqu'à la fin de ses jours, le délai de prescription serait plus court ?» Et je peux multiplier des exemples avec un meurtre, par exemple. Une famille qui a perdu un de ses proches assassiné définitivement. Voilà.
c'est une question déjà de principe et d'ordre général et en même temps très pratique. Hein. Ça peut soulever des débats pour les décennies à venir et des débats légitimes, on le voit. Mais surtout, le risque en allongeant les délais de prescription, c'est le risque d'erreur judiciaire. C'est le risque d'erreur judiciaire. Plus vous permettez à un plaignant de se plaindre tard, et plus vous augmentez le risque d'erreur judiciaire. Mais le risque d'erreur judiciaire est pour ce plaignant et pour l'accusé. Parce qu'effectivement, si le plaignant, la plaignante porte plainte très tard, elle augmente le risque de disparition des preuves. Un témoin peut décéder, des preuves matérielles peuvent disparaître, des souvenirs de la mémoire humaine peuvent s'effacer. Et au final, le risque pour cette plaignante, c'est que l'auteur des faits, qui est pourtant coupable, soit acquitté. Et le risque judiciaire, évidemment, existe pour l'accusé. Des vidéos qui auraient pu l'innocenter ont été effacées, des témoins sont décédés. On peut faire exactement le même parallèle. En un mot, je crains qu'en augmentant les délais de prescription, on crée des faux espoirs. On formule des promesses qui ne seront pas tenues. On le sait, ce sont des études statistiques qui le démontrent. Plus la plainte est rapprochée des faits, plus il y a de chances que l'auteur soit poursuivi et sanctionné. Au contraire, plus la plainte est éloignée, elle est tardive, et plus statistiquement il y a de classements sans suite, d'ordonnances de non-lieu, de relax, d'acquittement. Alors me direz-vous, mais si on augmente le délai de prescription, c'est bien dans votre esprit, et on est tous dans cette optique, hein, essayer de faire en sorte que la véritable victime voit son bourreau sanctionné. On est tous d'accord là-dessus. Et vous me direz, mais si on augmente les délais de prescription, c'est précisément pour permettre à la victime qui n'a pas pu porter plainte de finalement, à un moment donné, porter plainte. En disant ça, on a raison et en même temps on a tort. On nie une certaine réalité. Une réalité que moi j'ai vécue dans mon cabinet d'avocat et une réalité que vous pouvez vérifier à travers des affaires qui sont en ce moment dans la presse. La réalité est la suivante. C'est que parfois, la victime interprète le délai de prescription comme en quelque sorte un droit d'attendre. Un droit de ne pas porter plainte tout de suite, un droit de porter plainte à la dernière minute du délai. Je ne veux pas m'exprimer sur des affaires qui sont en cours, qui sont médiatisées, je ne les nommerai pas, mais elles nourrissent notre réflexion. Il y a une affaire en ce moment dans la presse où une plaignante d'une agression sexuelle a attendu le dernier jour du délai de 3 ans pour porter plainte. Je ne sais pas si cette plaignante est une victime ou non, je ne connais pas le dossier. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais en faisant ça, elle a couru le risque que des emails soient effacés, que des témoins décèdent, etc., etc. Alors, évidemment, on interroge les victimes, les plaignantes, sur les raisons qui les ont poussées comme ça à attendre des années et des années. Pourquoi ont-elles fait un calcul comme ça? Moi, j'ai des plaignantes dans mon bureau, elles me disent, voilà, je savais que les faits, ils ont été commis quand j'étais mineur, donc le délai de 20 ans courait à partir du moment où j'avais 18 ans, donc je savais que j'avais jusqu'à 38 ans, bon, bah, maintenant j'ai 37 ans, je porte plainte. Elles me tiennent ce discours-là. Alors, effectivement, quand on les interroge, on leur dit, mais pourquoi? Et elles ont des raisons qui, humainement, moralement, peuvent se comprendre, mais qui ensuite, juridiquement et sur le plan judiciaire, vont poser des problèmes pour dénouer les dossiers. C'est-à-dire que humainement, par exemple, elles vont vous dire, ces victimes,
j'ai attendu la mort de mon père, parce que je craignais, si je révélais l'affaire de son vivant, que lui-même commette un crime sur mon oncle, sur mon cousin, sur mon bel-oncle qui a abusé de moi. Vous voyez ? Humainement, on peut comprendre ces raisons. Mais ensuite, sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, ça donne lieu à des situations pour les juges qui sont indémêlables. Comment voulez-vous, des décennies après les faits, aller interroger un accusé et lui dire, alors, vous vous souvenez de l'anniversaire des 13 ans de la petite, qui était présent, parce qu'elle dit que vous êtes monté à l'étage. Ah oui, mais c'est indémêlable. C'est indémêlable et on rend le travail des magistrats impossible. Impossible. Et c'est là où il y a une source d'erreur judiciaire au préjudice des plaignantes ou au préjudice d'accusés qui sont accusés à tort. Enfin, pensons-y, parce que c'est la problématique que je vais dérouler tout au long des 3 points que je vais aborder. À partir du moment où on allonge les délais de prescription, il y a davantage potentiellement de plaintes possibles. Eh bien, à ce moment-là, si on prend des mesures de ce type-là, si on prend des réformes comme celle-là, il faut donner des moyens à la justice. Parce que la justice n'arrive déjà pas à faire avec le nombre de plaintes qu'elle a actuellement. Mais alors, si vous augmentez les délais de prescription, je ne sais pas comment la justice va faire. On se pose la question, tous, dans les questions qui nous sont posées, comment ça se fait qu'il y a autant de correctionnalisation, comment ça se fait qu'il y a autant de classements sans suite, de non-lieu, etc. Bien, si on augmente les délais de prescription sans augmenter les moyens de la justice, ces statistiques de classement sans suite, de non-lieu, etc. vont augmenter. Parce que la justice n'aura pas les moyens de juger toutes ces affaires qui, en plus en étant anciennes, sont complexes, demandent justement des moyens, des investigations très poussées. C'était mon premier point sur les délais de prescription. Deuxième point, sur le droit d'appel des parties civiles, c'est-à-dire des plaignantes, des victimes. Un bref rappel. Aujourd'hui, quelle est la situation ? S'il y a un procès devant le tribunal correctionnel pour une agression sexuelle ou un procès devant une cour d'assises pour un viol, si l'accusé est condamné, il a le droit de faire appel. Il a le droit à un double degré de juridiction. Il a le droit d'être jugé une deuxième fois. En revanche, si l'accusé est acquitté, la partie civile, la plaignante, ne peut pas faire appel de cet acquittement sur le plan pénal. Elle ne peut pas. Elle n'a pas droit à un deuxième procès. Comment l'expliquer? C'est tout le système pénal, c'est toute la procédure pénale en France, c'est comme ça. Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer, pourtant je suis juriste. Alors, le problème, et c'est pour ça que je serai malheureusement rapide sur ce point, le problème, c'est que si on veut réformer cela, là encore, ça suppose une réforme de la totalité de la procédure pénale pour tous les délits et les crimes. Parce qu'on ne peut pas expliquer à nos concitoyens, à des justiciables, qu'une victime de crime sexuel ait le droit de faire appel, alors que la victime d'une tentative de meurtre, la victime d'autres délits ou d'autres crimes, n'a pas le droit de faire appel. Et si effectivement on instaure ce droit d'appel généralisé pour tous les plaignants, pour toutes les parties civiles, bien évidemment, vous voyez ici la problématique des moyens de la justice. Alors là, il faut quasiment, en matière pénale, les dédoubler. On multiplie par 2 le risque de procès en appel. Mais, je suis désolé de le dire, c'est une vraie question. C'est très douloureux pour les victimes. Lorsque l'accusé est acquitté, c'est très très douloureux de ne pas pouvoir faire appel, de devoir s'en remettre uniquement au procureur de la République. Lui seul, le procureur de la République, peut faire appel. Et souvent, très souvent, il ne fait pas appel. Il ne fait pas appel parce que
il connaît la pauvreté de la justice et le manque de moyens. Je n'accuserai pas le procureur de corporatisme, mais c'est un magistrat. N'est-ce pas plus difficile pour lui, magistrat, de faire appel de la décision de ses collègues magistrats? En tout cas, pour une partie civile et son avocat, c'est beaucoup plus facile, effectivement, si c'était possible, ça serait beaucoup plus facile de faire appel. Nous, c'est dans notre culture, les avocats, on conteste les décisions des magistrats. Troisième point, la correctionnalisation des crimes sexuels, c'est-à-dire des viols. Un bref rappel, pardonnez-moi, mais je ne sais pas si tout le monde ici ou ceux qui nous regardent sont juristes, je ne pense pas. Donc je rappelle ce qu'est la correctionnalisation des viols. La correctionnalisation des viols, c'est le phénomène judiciaire suivant. Une plaignante se plaint d'un viol, c'est-à-dire d'un crime sexuel avec un acte de pénétration sexuelle, hein, et je rappelle que est constitutif d'un viol tout acte de pénétration à caractère sexuel. Ça peut être une pénétration digitale, pénienne, buccale, anale, etc. Donc, une plaignante se plaint de viol, il y a un juge d'instruction qui est désigné, et puis, au lieu que l'affaire soit renvoyée devant une cour d'assises comme un viol, l'affaire va être correctionnalisée, c'est-à-dire qu'on va la renvoyer devant le tribunal correctionnel et on va faire comme s'il n'y avait pas eu pénétration. On va faire comme s'il n'y avait pas eu pénétration, comme si c'était, entre guillemets, une simple agression sexuelle. Alors, présenté comme ça, c'est la réalité de la correctionnalisation, ça peut être assez révoltant. Parce que quelles sont les conséquences de cette correctionnalisation? L'accusé qui risquait devant une cour d'assises 10 ans ou 20 ans de réclusion criminelle, l'accusé devant le tribunal correctionnel ne risquera au maximum que 5 ou 10 ans de prison s'il y a des circonstances aggravantes de l'agression sexuelle. Pourquoi il y a cette correctionnalisation? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont plus ou moins légitimes. D'abord, je l'ai dit, et on revient encore une fois aux moyens de la justice, parce que la justice est pauvre et qu'un procès devant la cour d'assises est cher. Ça suppose des jurés d'assises, ça suppose des journées entières d'audience. Tandis qu'un procès devant le tribunal correctionnel, ça dure 2-3 heures, avec des magistrats professionnels qui, de toute façon, sont payés pour ça, sont là et siégeront, pas de jurés d'assises, et puis ça va très vite. Bon. Mais surtout, et il faut le reconnaître, et j'étais révolté dans ma jeunesse d'avocat, mais maintenant, avec le temps et l'expérience, je comprends qu'il y a une certaine forme de sagesse dans ce phénomène de correctionnalisation. Il y a une légitimité à cette pratique. Il y a des affaires, je l'ai vu dans mon expérience, qui, si elles avaient été envoyées devant la cour d'assises avec des jurés populaires tirés au sort, l'accusé aurait été acquitté. Moi, j'ai plusieurs exemples d'affaires que j'ai eues à connaître qui ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. J'ai, par exemple, un homme qui était en concubinage depuis plus d'1 an. Il vivait en concubinage avec sa compagne. Et puis, à un moment donné, ils se disputent. Et puis, le lendemain matin, la compagne va au commissariat et dit « il m'a violée ». Si cette affaire était allée devant la cour d'assises, je crains que l'auteur aurait été acquitté. Heureusement, le procureur a orienté cette affaire devant le tribunal correctionnel et l'auteur a été condamné. Autre exemple d'une affaire où j'ai défendu une prostituée qui avait fait l'objet de pénétration digitale contre son consentement par des faux clients. C'était des braqueurs en fait, ils se sont fait passer pour des clients, ils sont venus, ils l'ont braqué et au passage ils lui ont infligé des pénétrations digitales sans son consentement. Évidemment, une institutrice prostituée
Vous imaginez ça devant la cour d'assises, avec des jurés populaires. Il y avait un risque, encore une fois, que les auteurs soient acquittés. Heureusement, ça a été correctionnalisé et ils ont été condamnés, et condamnés à des peines de prison ferme. Donc, à la réflexion, cette pratique de la correctionnalisation, en pratique, il faut faire confiance au juge et à la justice. Elle est bien utilisée, elle est légitime. Elle évite des drames pour les plaignantes. Et puis surtout, il ne faut jamais oublier, comme l'a rappelé mon confrère Claude Katz, il ne faut jamais oublier que toutes les parties, non seulement l'accusé, mais aussi la partie civile, la plaignante elle-même, toutes les parties au procès peuvent s'opposer à la correctionnalisation. Si elles le font dans les délais et dans les formes, qui effectivement sont assez strictes, c'est vrai, mais si la plaignante et son avocat, dans les délais et dans les formes, s'opposent à la correctionnalisation, eh bien, à ce moment-là, l'affaire sera renvoyée devant la cour d'assises et elle aura son procès devant la cour d'assises. Je n'aurai, pour finir sur cette question de la correctionnalisation, je n'aurai, je dirais, qu'un grief à formuler. C'est qu'effectivement, lorsqu'une affaire de viol est renvoyée devant la cour d'assises, la plaignante, en cas de condamnation, est indemnisée pour un viol et à hauteur d'un viol. C'est-à-dire que la cour d'assises prononce une condamnation à des dommages et intérêts qui, en général, varient entre 20 et 30 000 euros. Et ensuite, la victime peut aller devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la CIVI, lorsque l'auteur est insolvable, ce qui est assez souvent le cas. Et cette commission d'indemnisation des victimes d'infraction va lui verser cette indemnisation et parfois même plus. Bon. C'est possible juridiquement. Et c'est la pratique. En revanche, effectivement, le problème, c'est que quand le viol est correctionnalisé et qu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, le tribunal correctionnel traitant l'affaire comme une agression sexuelle et non pas un viol, a tendance à indemniser à hauteur d'une agression sexuelle et d'allouer une indemnisation qui varie entre 5 et 10 000 euros. Et ensuite, effectivement, quand la victime avec son avocat saisissent la commission d'indemnisation, la CIVI, eh ben, la CIVI dit écoutez, moi je m'en tiens au jugement du tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel a dit que c'était une agression sexuelle, que ça méritait une indemnisation de 5 à 10 000 euros, donc je vous verse ces sommes-là et pas plus. Donc là, effectivement, il faudrait, ça ne nécessite pas forcément une réforme législative, on ne va pas instaurer des tarifs et mettre des prix sur la dignité des femmes dans le code pénal. Mais ça mériterait peut-être de la part du ministère de la Justice des circulaires auprès des tribunaux, notamment et surtout auprès de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, des circulaires ou des recommandations. Il faudrait étudier la forme que ça pourrait prendre pour que les indemnisations, effectivement, soient à hauteur des préjudices subis. J'ai terminé avec ces 3 points de débat. J'en conclurai un petit peu comme j'ai commencé. Les promesses législatives ne valent rien si le gouvernement ne donne pas à la justice un budget suffisant pour honorer ses promesses. Oui, effectivement, je voudrais revenir à la suite de nos interventions sur les questions et observations que vous avez formulées. Je vais essayer autant que faire se peut d'y répondre, mais je remarque que sur les 3 points que j'ai soulevés, il y en a un que vous n'avez pas évoqué et qui pourtant me semble fondamental, le droit d'appel de la plaignante qui n'est pas reconnue comme victime. C'est un point fondamental, c'est un point essentiel. Ça serait effectivement une révolution de notre procédure pénale, ça supposerait des moyens pour la justice, mais je pense qu'il faut l'évoquer, que ça soit un des points de débat. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu sur vos questions et vos observations. D'abord, Madame la Présidente, vous avez soulevé la question de l'imprescriptibilité.
Je le redis, évidemment, une victime mineure qui subit un viol, c'est un crime gravissime, mais, vous l'avez rappelé aussi, le seul crime aujourd'hui qui soit imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité. C'est-à-dire des génocides, des crimes de masse où on tue des hommes, des femmes, des enfants, des mineurs. À partir du moment où vous posez la question de l'imprescriptibilité pour les viols sur mineurs, encore une fois, on ouvre une boîte de... Pardon, je vous coupe, de viol ou tout simplement de tout crime sur mineur d'ailleurs. Ah, d'accord. Ah ok, d'accord. Parce que l'objet de notre réflexion aujourd'hui et de nos débats, c'était les crimes sexuels sur mineurs. Parce qu'effectivement, la question que j'allais vous poser, c'est à ce moment-là, un mineur qui subit des crimes à caractère non sexuel, à ce moment-là, il faut lui appliquer légitimement le même régime. D'accord. Bien écoutez, contact. J'aurais dit simplement, à ce moment-là, il faut donner les moyens à la justice. Et le problème, c'est que le dernier budget de la justice ne marque pas une progression. Il faut donner des moyens significatifs à ce moment-là. Il faut à ce moment-là que les réformes que vous prendrez soient accompagnées d'une modification immédiate et pour les décennies à venir du budget de la justice qui soit significativement augmenté, que des postes de magistrats soient créés, que des postes aussi de policiers, d'enquêteurs soient créés et des places aussi dans les prisons. Pardon. Je vous interromps, j'entends votre remarque, donc j'entends ce que vous dites par rapport aux moyens de la justice. Moi, ma question là se base sur un terrain juridique. Que pensez-vous en tant qu'avocat, au-delà des moyens de la justice, que pensez-vous en tant qu'avocat de la question de l'allongement du délai de prescription pour les viols sur mineurs, voire d'une imprescriptibilité pour, imaginons, effectivement des crimes sur mineurs? Pour le plan strictement juridique, en tant qu'avocat. Alors, le problème, c'est que il y a 15 ans, quand j'avais terminé mes études de droit, j'aurais pu vous répondre d'un point de vue strictement juridique, c'est-à-dire théorique et intellectuel. Et sans doute, il y a 15 ans, quand je n'avais pas la pratique, l'expérience, je pense que j'aurais adhéré à toutes vos thèses, Madame la Présidente. Ce n'est pas une thèse, hein. Je ne suis pas en train de dire que je suis favorable à cela. À nos réflexions communes, voilà. C'est une question qui est la plus ouverte. Non, je vous le dis, il y a 15 ans, j'étais absolument contre la correctionnalisation. Et je me souviens que dans mes premières années, je vais vous faire part d'une expérience concrète, parce que, si vous voulez, je vais vous faire part d'une expérience concrète. Dans mes premières années, j'ai défendu 2 victimes mineures de viol. Bon. Lorsque le procureur a envisagé la correctionnalisation, j'ai décroché mon téléphone, je l'ai appelé et je l'ai menacé. Il y a prescription maintenant, je peux en parler, je ne pourrais pas être poursuivi. Quoique les fautes déontologiques sont imprescriptibles, je devrais faire un petit peu plus attention. Mais je lui ai dit clairement, c'était une femme, Madame le procureur, c'est un scandale, si vous correctionnalisez, c'est un scandale, vous savez très bien que c'est un viol, il y a eu des pénétrations, etc. Je me réserve le droit de médiatiser cette affaire si vous correctionnalisez. J'ai obtenu ce que je voulais. Ça n'a pas été correctionnalisé. Pourtant, la procureure m'a dit au téléphone, mais maître, attention, cette affaire, si on ne la correctionnalise pas, il risque au bout d'y avoir un acquittement. Il risque au bout d'y avoir un acquittement. J'étais jeune, j'étais attaché à mes principes, à mes valeurs, je me suis opposé à cette correctionnalisation, et l'affaire n'a pas été correctionnalisée. Elle est allée aux assises. 3 jours de débat, très éprouvant, devant des jurés populaires. C'était dans la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, je m'en souviens, c'est qui a plaidé l'affaire. Très très dur pour les 2 victimes mineures, extrêmement éprouvant. Et au final, un acquittement. Pardonnez-moi, votre client était parfaitement d'accord pour effectivement solliciter, insister sur... Enfin, mes clientes voulaient, oui évidemment, puisque je l'ai demandé à la procureure, c'était son choix. Éclairé par vous. Éclairé par moi, mais avec ma jeunesse aussi. Bon.
Et donc, au final, 3 jours de débat, très dur, un acquittement. Je suis convaincu, comme la procureure qui à l'époque m'avait conseillé la correctionnalisation, que si c'était allé devant un tribunal correctionnel avec des magistrats professionnels à qui, entre guillemets, on ne l'a fait pas, les auteurs auraient été condamnés, ils seraient en prison. Alors, pour continuer sur cette affaire, quand même, que vous sachiez, j'étais révolté par cet acquittement. On ne pouvait pas faire appel, parce que les parties civiles ne peuvent pas faire appel. Le seul qui pouvait faire appel, effectivement, c'était le procureur. Le seul moyen qu'on a trouvé d'exprimer notre colère et d'essayer d'influer sur la justice pour qu'il y ait un appel du procureur, ça a été à l'époque d'organiser, à mon initiative, avec des associations, j'ai organisé une manifestation devant le ministère de la Justice, dans le délai d'appel, en espérant, par cette action, encore une fois un petit peu jeune, que le ministre de la Justice donnerait des instructions au procureur pour qu'il fasse appel. Malheureusement, il n'y a pas eu appel, et aujourd'hui, les victimes restent avec leur peine. Je compare ça à toutes les affaires que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ont été correctionnalisées, où les plaignantes ont pu être reconnues comme victimes et les auteurs ont été condamnés parce que ça a été correctionnalisé, que c'est passé devant un tribunal correctionnel avec des magistrats professionnels. Donc les belles déclarations, les beaux discours, je peux les concevoir en théorie intellectuellement, mais il y a la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des affaires qui, devant un juré populaire, des jurés populaires, si on les envoie aux assises, risquent de déboucher sur un acquittement et on risque de laisser libres des coupables. C'est ça aussi la réalité. Permettez-moi, mais en 1978, c'est l'inverse qui s'est passé dans le procès du viol du père Gisèle Halimi. Donc voilà, on peut imaginer également que ce que vous êtes en train de défendre puisse se passer différemment devant une cour d'assises. Moi, effectivement, c'est vrai qu'en 1978, j'avais 2 ans. Je ne peux vous parler que des affaires que j'ai connues personnellement. Mais en même temps, cette expérience personnelle est rejointe par les lectures que j'ai pu faire pendant ces 15 années. Et il y a des études, des statistiques sur tout ce que je vous dis. Ce n'est pas juste mon expérience personnelle. Allonger les délais de prescription, pour revenir à la prescription, je vous disais tout à l'heure, vous provoquez des risques d'erreur judiciaire. Non seulement pour les plaignantes, parce que effectivement, vous avez raison, il y a différents types de plaignantes. Il y a les plaignantes qui ont subi un choc traumatique, qui ont mis un couvert sur ces faits. Et dans leur tête, ces faits n'ont jamais existé. Jusqu'à un moment donné où effectivement le couvercle va sauter, elles vont prendre conscience, se souvenir de ce qui s'est passé, elles vont pouvoir porter plainte. Vous avez raison. Et ça peut venir tardivement. Et c'est d'ailleurs pour ça que déjà, aujourd'hui, on permet à une victime mineure, jusqu'à ce qu'elle ait 38 ans, de porter plainte. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais je vous demande, et je sais que c'est difficile, mais je vous demande un instant d'imaginer la situation que moi j'ai vécue. De la personne qui est accusée à tort. J'ai défendu des hommes tout à fait respectables, des pères de famille, des bons époux. En l'occurrence, je pense à un médecin qui a dédié sa vie à soigner et à sauver des vies, qui a été accusé à tort. Alors, j'ai de la chance, j'ai réussi à le faire relaxer, j'ai de la chance. Mais je peux vous dire que les 2 années qu'il a passées entre la plainte et le procès en correctionnel ont été les pires années de sa vie, et lui aussi en porte encore les séquelles, d'avoir été accusé à tort, d'avoir été traîné dans la boue. Il a failli se suicider. Donc, si on allonge les délais de prescription et qu'on permet à des plaignantes, des décennies après les faits allégués, si on permet à ces plaignantes des décennies plus tard de porter plainte et qu'on oblige ainsi quelqu'un qui est peut-être coupable, mais qui est peut-être innocent,
d'avoir à se justifier et aller chercher les preuves 20, 30 ans plus tôt. Mais moi, je peux vous le dire, parce que j'ai eu à le faire quand j'ai défendu certains accusés. C'est quasiment impossible, impossible, impossible. Je le dis ici, je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup d'associations de défense des victimes de violences faites aux femmes le disent, et je suis d'accord avec elles. C'est vrai, les fausses accusations en la matière sont peu nombreuses. Évoquer une statistique serait totalement fantasque, ce sont des chiffres noirs. Mais dans ma pratique, effectivement, depuis 15 ans, je peux dire que j'ai vu peu de fausses accusations. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y en a, c'est que ça existe. Et que quand ça tombe sur cet homme innocent, eh bien, pour lui, c'est un drame, et c'est un drame aussi pour sa famille. Et on ne peut pas, quand on fait des réformes comme celle-là, notamment sur le délai de prescription, on ne peut pas ignorer ce genre de situation. Parce qu'on peut, de l'autre côté aussi, créer des drames. Voilà. Monsieur Balanon.